That's good. Okay. Hello, good afternoon. Come with me. Don't be shy. So, on behalf of the PRIM Standing Committee, welcome to Bali, to those on site and also online. I'd like first to give the floor to my colleagues to introduce themselves. My name is Federica. I'm the coordinator of PRIMS. That stands for the private market sector of AIC. Next to me. I'm Livia Kais from Brazil, and I'm one of the members of the Standing Committee as well. I'm Veronica Perez Guarnieri, originally from Buenos Aires, Argentina, South American region. I'm now based in Madrid. And I'm Anna. I was going to say originally from Asia Pacific, now based in Madrid as well. So before we start, I just have some housekeeping notes for you. This session will be in French, but it will be also interpreted into English. And I'd like to thank Camille and Mora. Thank you very much for volunteering today. As one of our colleagues said, drinks are on us for you tonight, so thank you. We will keep an eye on Zoom, of course. So for the online participants, if you want to ask questions and take the floor, you just have to raise your hand and we will inform Thomas, today's trainer, to give you the floor. This is supposed to be also an open debate, so Thomas will, of course, give you the opportunity to ask questions and for those on site and online. You can speak English and French as well. And now, well, I'm pleased to introduce the coordinator of the AIC Task Force on AI. He's also he's a Paris-based colleague. He's also a member of the Technical and Health Committee and an expert in IT projects and computer coding. Thank you very much, Thomas, for being here and for organizing this session. And I'll give you the floor. You've got a mic, so yes, I think it's working. Thank you. Thank you for merci pour cette présentation et merci d'ailleurs de m'avoir invité à présenter, à vous présenter en 2 heures. Ce n'est pas énorme, mais je vais essayer d'aborder les fondamentaux de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence artificielle appliquée à l'interprétation, en tout cas ce qu'il existe aujourd'hui, ce qu'il manque, ce que l'on pourrait améliorer, ce que l'on pourrait espérer, et voilà, les limites et les possibilités de cette nouvelle révolution technologique. Je vais réserver un moment assez important vers la fin pour les questions, les remarques, les demandes d'éclaircissement, bien évidemment, mais vous pouvez m'interrompre à tout moment. Ne soyez pas inquiets si je ne réagis pas tout de suite quand vous levez la main, parce que je vais à la fois parler, m'occuper de la présentation PowerPoint que j'ai préparée, et aussi différents sites, parce que je vais vous montrer les solutions existantes en intelligence artificielle pour l'interprétation et autres. Et donc, voilà, je vais être un peu sur tous les fronts. Je vais partager mon écran déjà. Voilà, donc ça c'est la présentation qui a été faite par Federica. Je vous parlerai à la fin de la formation de cette nouvel organe de l'AIC qui a été créé au mois de juin, me semble-t-il, et que je coordonne depuis le mois d'août. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. J'ai essayé de faire quelque chose de simple. Je vais utiliser des mots un peu complexes, peut-être pas pour vous tous, mais pour certains. N'hésitez pas à poser des questions, je vais être le plus pédagogique possible. Mais je connais mes limites de pédagogue, donc je ne prendrai pas mal que vous me posiez des questions ou que vous demandiez des précisions.
Voilà comment j'ai organisé cette formation. On va essayer de définir l'intelligence artificielle dans un premier temps. Je dis essayer parce qu'il n'y a pas de définition complète, partagée, consacrée pour l'intelligence artificielle et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement et de conception aussi des algorithmes et comment ils sont appliqués à l'interprétation et à d'autres solutions d'intelligence artificielle. Quelqu'un a reconnu un nom à l'écran. Et puis, je vais parler de l'importance des données, bien évidemment, des ensembles des données, c'est-à-dire datasets en anglais. Et ensuite, on passera à ce qui nous inquiète, nous concerne tous, c'est-à-dire l'interprétation par IA, et il y aura 3 temps. Les outils ou les solutions par IA qui sont conçues pour la préparation des missions d'interprétation, les outils par IA qui sont conçus pour faire notre travail, en fait, en quelque sorte, ou essayer. Ce n'est pas gagné, vous verrez. Et ensuite, les outils de post-interprétation, on va dire, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, nous aider à capitaliser tout ce que l'on a appris pendant une mission d'interprétation, les notions, si elles étaient apprises pour la première fois, peaufiner les glossaires, etc. Voilà. C'est la partie où il y a le moins de solutions ou de propositions. Et c'est très bien parce qu'elles sont à identifier, à concevoir avec l'aide ou à l'initiative des interprètes. On en parlera tout à l'heure. Et puis finalement, on va comparer ensemble, parce que je vais vous mettre au travail aussi, l'interprétation humaine à l'interprétation par IA, c'est-à-dire ce qui les différencie. Et au lieu de dresser la liste moi-même, on va la dresser ensemble. Et ensuite, il y aura une conclusion et puis une partie assez importante pour les questions, les réponses, etc. Voilà. J'espère que jusque-là, ça va. Tout va bien. Pas de questions. Parfait. Allons-y. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'existe pas vraiment de définition de l'intelligence artificielle, en tout cas arrêtée, partagée, complète, etc. Et c'est dû au fait que l'intelligence artificielle, le mot intelligence dans l'intelligence artificielle est biaisé, c'est-à-dire que il désigne quelque chose qui a peu à voir avec ce que l'on entend par intelligence humaine. C'est la raison pour laquelle je crois il n'y a pas de définition consacrée, arrêtée, complète de intelligence artificielle. Si nous prenons l'exemple de l'intelligence artificielle appliquée à l'interprétation, ça renvoie à l'imitation d'une partie de la communication qui est le langage, mais qui est une partie infime de la communication en fait. C'est une des couches, je dirais qu'elle représente, le langage représente 5% de ce tout que l'on appelle communication. Et les solutions IA pour l'interprétation aujourd'hui imitent uniquement cette couche, c'est-à-dire ce 5%. On verra ça tout à l'heure. Et puis, ce que fait la machine, ce n'est pas réfléchir comme nous, mais plutôt répliquer en s'appuyant sur des informations stockées, c'est-à-dire des mémoires, des ensembles de données, etc. Et en faisant des calculs de la computation, de la résolution de problèmes, etc. C'est-à-dire quelque chose d'assez restreint finalement par rapport à ce que l'être humain fait quand il interprète. En ce qui concerne les solutions par IA, pour l'interprétation et pour tous les autres secteurs, d'ailleurs, ça s'applique à plein de pratiques professionnelles, pas seulement à la nôtre. Il faut parler notamment de intelligence artificielle générative, ce sont les grandes familles, on va dire. L'exemple parfait de l'intelligence artificielle générative, c'est ChatGPT, dont on a tous entendu parler, qui est arrivé avec grand fracas il y a peu de temps et dont on n'a plus parlé au bout de 3-4 mois parce que bon, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins parfait que ce que l'on croyait.
Et puis ensuite, donc ça c'est une grande famille, il y a une autre grande famille qui, en français, qui s'appelle les grands modèles de langage, Large Language Models en anglais. Et d'ailleurs, la plupart des solutions IA pour l'interprétation font partie de cette grande famille de LLM. Et toutes ces solutions, elles répondent à un schéma identique appelé en cascade, l'un après l'autre, et qui est composé de... j'en oublie ma présentation, excusez-moi. Vous l'avez là à l'écran. Donc, il est composé de, tout d'abord, la reconnaissance automatique de la parole, Automatic Speech Recognition en anglais, puis traduction automatique, et enfin, Text-to-Speech Synthesis, c'est-à-dire la synthèse. En fait, on ne le voit pas sur la solution, mais c'est une manière de faire des sous-titres à partir de la reconnaissance vocale. Les sous-titres sont masqués et ensuite une voix synthétique prononce ces sous-titres après les avoir synthétisés. En fait, en gros, c'est comme ça que fonctionne la plupart des solutions par IA. Je pense par exemple à Seamless de Meta, anciennement, enfin qui appartient au groupe Facebook, etc., dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure. On connaît également le terme, le nom de machine, enfin l'intelligence artificielle est aussi connue sous le nom de machine intelligente, et c'est une branche de l'informatique qui vise à développer et à exploiter des solutions technologiques capables d'apprendre à prendre des décisions, par exemple, ou de manière autonome, et à exécuter des tâches pour le compte d'un être humain, c'est-à-dire en le remplaçant. L'IA ou les IA, parce qu'il faut, c'est plus précis de parler de IA au pluriel, les IA, les solutions par intelligence artificielle, ne constituent pas une seule technologie, mais plusieurs. Et en tout cas, elles peuvent être appliquées aussi bien à l'apprentissage automatique, donc machine learning en anglais, qu'à la robotique ou encore les systèmes experts. En fait, les systèmes experts, ce sont des mécanismes capables de reproduire ce que font les êtres humains lors de la prise de décision en entreprise ou autre. Voilà, c'est une manière de, c'est ça que l'on appelle système expert. Que vous dire d'autre? Donc toutes ces solutions, elles sont stockées dans des espaces physiques, bien évidemment, et ce sont des semi-conducteurs dont il y a eu une pénurie il n'y a pas très longtemps. C'était appliqué aux puces, à toutes les puces, mais aussi ça s'appliquait aussi aux mémoires RAM. Ça, c'est un autre aspect important, c'est-à-dire que dans le monde, il y a très peu de fournisseurs, pour ne pas dire un seul, de ces composants. Donc, si cette usine est en panne, ça peut poser de gros problèmes, comme on l'a vu pendant la pandémie ou juste un peu après, je crois. Eh bien, dire aussi qu'à mesure que la technologie s'intègre dans les applications quotidiennes, on s'intéresse de plus en plus pour l'informatique neuroformique. Et c'est un domaine de recherche qui essaie d'émuler l'architecture, si vous voulez, du cerveau humain. Il y a eu un grand saut également dans la traduction automatique dans les années 2019, enfin un peu avant, parce que on s'est mis à imiter les réseaux neuronaux cérébraux humains. Et c'est la raison pour laquelle des solutions comme DeepL, etc., aujourd'hui peuvent être aussi performantes sur le technique. C'est-à-dire qu'avant, la machine comparait des équivalences, et aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est, bon, elle fonctionne un peu plus comme le cerveau humain, elle dresse d'autres liens, elle fait d'autres rapports, et elle cherche aussi dans tout le contexte, non seulement par équivalence.
Voilà, des termes que j'évoquais juste à l'instant. Il y a aussi la vision par ordinateur. Ça, c'est ce qui pourrait à terme venir combler ce que font les interprètes naturellement, c'est-à-dire utiliser la communication non verbale pour anticiper, etc. C'est-à-dire que pour l'instant, les solutions d'interprétation par IA n'analysent pas du tout la gestuelle ou les mimiques des orateurs, par exemple, qui nous donnent énormément d'informations quand on est en train d'interpréter. À terme, c'est cette partie-là de l'informatique ou des IA qui pourraient en fait ajouter cet élément essentiel quand on interprète, puisqu'il nous permet d'anticiper. Très bien. On peut passer à présent au fonctionnement et à la conception des algorithmes. En fait, c'est assez simple, ça paraît magique de l'extérieur, etc. Mais ce sont en réalité, les algorithmes, ce sont des modèles mathématiques. Et quand vous voyez le ventre, on va dire, de la bête, c'est un ensemble de 1 et de 0 et de symboles. En fait, qui sont un langage, un code pour que la machine obéisse ou exécute des tâches. Il y a différentes sortes d'algorithmes, bien évidemment. Je ne vais pas dresser la liste, enfin, je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que c'est assez complexe. Mais ce qu'il faut retenir, je suis désolé, c'est tout petit. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes familles qui nous concernent, nous en tout cas, et ce sont les algorithmes fondés sur des données, comme dans l'apprentissage automatique, c'est-à-dire on appelle ça en anglais des data-driven algorithms. Et ensuite, il y a une conception encore plus simple qui s'appelle step-by-step driven, c'est-à-dire que la machine va suivre une séquence de tâches, étape par étape. Si on me dit de faire ça, si la réponse est non, je passe à cette étape. Si oui, il y en a une autre, etc. Alors que les solutions par IA fondées sur des données sont un peu plus complexes. Elles peuvent aller chercher dans des ensembles de données, non seulement des données, mais aussi des rapports, des liens entre ces données, etc. Vous l'aurez compris, il y a quelque chose d'essentiel pour que les algorithmes fonctionnent, c'est-à-dire que le combustible finalement des algorithmes, ce sont les données. C'est ce qui va faire fonctionner l'algorithme et donc l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles. Et sans ensemble de données fiables, précis, etc., l'algorithme peut bien évidemment dysfonctionner et même provoquer des distorsions. C'est ce qui s'est passé avec ChatGPT ou d'autres solutions. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut produire des informations contradictoires, fausses, etc. Il y a eu des soucis récemment avec des grands groupes qui ont utilisé ça pour rédiger des rapports annuels, etc., en les confiant à des IA. Bon, heureusement, il y avait une relecture après. Ce qui a fait que, il y avait des boulettes assez importantes dans les rapports de ces grands groupes très sérieux, par ailleurs. Donc, je disais que les algorithmes fondés sur les données, c'est-à-dire data-driven, comme ceux qui sont utilisés dans l'apprentissage automatique, sont un type de programmation informatique dérivé de données structurelles. Et l'autre possibilité de programmation,
c'est travailler avec des algorithmes qui suivent une séquence étape par étape. Quel que soit le système de programmation, on a besoin de ces ensembles de données, datasets, et aujourd'hui, je crois que personne ne peut se targuer, c'est le nouvel or noir, les données, mais personne ne peut se targuer d'avoir des ensembles de données parfaits, 100% précis, etc. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que, étant donné que tout dérive de là, y compris la conception et le fonctionnement des intelligences artificielles, tant que ces ensembles de données ne seront pas parfaits, il y aura des limites, des problèmes de distorsion dans les résultats, etc. Pour que la qualité des données, pour qu'on puisse parler de qualité des données sans reproche, pardon. Oui, pour pouvoir dire que un ensemble de données est extrêmement qualitatif ou qualitatif sans exception, il faut que ces données ou que l'information soit exhaustive, exacte, cohérente, actuelle, parce qu'on peut avoir des données qui datent de plusieurs mois et dans certains cas, eh bien, on ne peut rien faire de ces données. La pertinence, bien évidemment, de ces informations et aussi la représentativité par rapport à la chose qui est en train d'être étudiée. Ça, c'est très important de définir la portée, le domaine, la discipline par rapport aux données. Et bien évidemment, ces données doivent être exemptes d'incohérences, d'erreurs, de distorsions, etc. Voilà pour l'introduction. On va passer à présent à ce qui existe en solution IA. Et on va commencer par la préparation d'une mission d'interprétation, c'est-à-dire ce qui est à notre disposition pour préparer cette mission, c'est-à-dire l'élaboration de glossaires, par exemple, de manière automatisée par IA, ou encore la numérisation de toutes ces feuilles volantes ou tous ces cahiers que nous avons tous papier et avec lesquels on peut créer, par exemple, une base de données. Nous avons un collègue Josh Goldsmith, qui n'a pas pu présenter ses outils aujourd'hui, mais qui travaille là-dessus. Et donc, voilà. Donc, il y a deux possibilités en ce qui concerne les glossaires. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, numériser tout ce que vous avez déjà en format papier, créer une base de données, la partager avec des collègues ou avec tout le monde, si vous voulez. Ce sont des plateformes. Et la deuxième possibilité, c'est carrément créer des glossaires, non plus à partir de ces versions papier, mais directement sur ces plateformes. Donc je vais vous en montrer certaines. Vous pouvez, il y a des tutoriels sur la page de Yosh et aussi sur YouTube. Je vais vous en montrer certains. Alors je vais sortir d'ici. Non, ça c'est pour après. J'ai du mal à voir avec Zoom. In the meantime, if anyone has any questions on the first part, maybe. I have a question. Yes.
Sorry, this might be really silly, but you mentioned that DeepL works slightly different than other translation programs because it's looking at the context and taking ideas from here Yeah. and there. Because it works for translation, Mhm. do you think something like that could work for oral text? And well, I wanted to know how it works, but that's probably too complicated. But Alors, questions about that. je me suis peut-être mal exprimé, ce n'est pas uniquement DeepL, c'est-à-dire que la traduction automatique, on a commencé par la traduction automatique, ou la traduction, la TAO, je crois que c'était le nom, la traduction automatique assistée par ordinateur, ça c'est il y a des décennies. Moi j'ai commencé à l'aborder quand j'étais à l'université fin 90, mais ça existait déjà depuis un certain moment. Et là, on en était encore au balbutiement de la traduction automatique, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on comparait finalement comme des colonnes, des équivalences. Et le grand saut a été effectué dans les années, à partir des années 2010, lorsque DeepL est juste un exemple, hein, c'est pas les seuls qui utilisent quand on s'est mis à imiter les réseaux neuronaux du cerveau humain, et c'est là où voilà, plutôt que de ressembler à des colonnes, ça ressemble à un univers, une supernova, un peu comme l'esprit humain, en fait, comme l'intelligence humaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu un saut quantitatif et qualitatif énorme à partir des années 2010. Et pour répondre à votre question, je dirais non pour l'instant, puisque, comme je disais tout à l'heure, le langage, et là c'est encore moins que le langage, puisque c'est les mots finalement, la syntaxe, le vocabulaire, etc. C'est une partie infime et du langage et de la communication, c'est-à-dire que quand on interprète dans une personne, un orateur, il y a le contexte, par exemple, de la salle à ce moment-là, que la machine n'a pas. Il y a les expressions du visage, il y a les subtilités du langage, les subtilités culturelles, les subtilités diplomatiques. Et pour que la machine ait tout ça en elle, pour nous imiter, il se passera énormément de temps avant que l'on réussisse à répliquer cela. Il faut des ensembles de données presque parfaits pour y parvenir. Et aussi, est-ce que c'est intéressant au niveau du coût? C'est-à-dire que pour développer des solutions comme ça, il faudrait des investissements énormes. Dès que il y a un autre souci, c'est que par exemple, la traduction automatique qui est si performante pour tout ce qui est technique, etc., comme DeepL, elle est très performante si vous avez en langue pivot l'anglais, parce que la recherche se fait en anglais et en chinois aujourd'hui. Et donc, si vous n'avez pas cette langue pivot, si c'est français-portugais, ça marche déjà moins bien. Et après, le coût, bien évidemment. Est-ce qu'une entreprise, il faut que ça soit intéressant pour une entreprise de développer une solution où elle va investir des milliards. Il faut que l'entreprise récupère ces milliards-là avec des millions d'usagers. Voilà. Donc, très difficilement, pas tout de suite, et peut-être jamais, si on ne remplit pas toutes ces conditions, je dirais. I'm so glad we got that out of the way. Hi, Thomas. I also have I don't even know whether it's a question, but I noted something down towards the beginning of your presentation. You were talking about, in terms of us human interpreters, and I presume in terms of the difference between us and the machine. And you were talking about gestures and mimicry, which allow us to anticipate. And it got my brain ticking over a little bit. Does a machine actually need to anticipate? We do, but surely that's... Je crois qu'elle a besoin d'anticiper parce que, alors que les êtres humains ont une capacité naturelle à décompresser, même si on va beaucoup moins vite que la machine ne décompresse jamais. Et on commence déjà à voir, parce qu'elle a une conception binaire, qu'elle sature.
On parle depuis peu de temps je ne sais pas si vous avez entendu parler des hallucinations des IA. Ce sont en fait des bugs, si vous voulez, ou des saturations. L'IA sature parce qu'elle ne peut pas, elle va très vite, mais elle peut jamais décompresser. Elle peut jamais se boucher les oreilles, elle peut jamais fermer les yeux, et donc ça crée des distorsions. Et il y a des exemples où l'intelligence artificielle dit le contraire de ce qui a été dit, ou produit des informations qui peuvent être extrêmement dangereuses, qui peuvent déclencher des conflits diplomatiques, etc., etc. Donc, c'est très bien en fait qu'on soit plus lent que la machine parce qu'on a d'autres qualités que la machine n'a pas encore. Il y a une autre Thomas, question? yes, we have a question coming from Slido. Esther says, good morning, thank you for this event and very interesting presentation. And she asks, will the problem of digital colonization be addressed, like poor paid click workers? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Yes, okay, we will ask her to clarify, okay. La colonisation de la digitalisation. J'imagine que cette personne fait référence au fait que la disponibilité de bandes passantes et la disponibilité technologique n'est pas la même dans tous les pays. Et donc, ça crée des déséquilibres, j'imagine. Ou alors, je n'ai pas compris la question, je suis désolé. We'll get back to it if the person who asked the question Merci. needs any further clarification. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous montre ces outils pour les glossaires. Et ensuite, on va faire une démonstration de 10 secondes d'une des solutions par Meta qui s'appelle Seamless, sans couture, c'est-à-dire en apparence parfaite, etc. Et vous allez vous faire un avis propre sur ce que c'est. Il faut savoir que en 10 secondes, on ne peut pas analyser la qualité d'une interprétation par IA, bien évidemment. Mais je pense que vous allez voir assez vite les limites de ces solutions. Comme je disais tout à l'heure, je crois que si je n'avais pas été interprète et que j'avais été développeur ou concepteur dans ces domaines-là, je n'aurais pas fait les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que d'être fondé sur le binarisme, parce que l'esprit humain et le langage humain est tout sauf binaire, c'est-à-dire qu'il est complexe, nuancé, subjectif, etc. Donc, quand on a une solution technologique qui, dès le départ, à l'origine, est aussi tranchée, binaire, c'est très difficile. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense, c'est pour ça qu'on a cette impression de patch, non? C'est-à-dire que dès que ça ne fonctionne pas, on crée un autre patch pour que ça continue de fonctionner ou pour que ça fonctionne mieux. Si on applique ça aux hallucinations, par exemple, des IA, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que les grands groupes sont déjà en train de dire « ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution pour en finir avec les hallucinations. » Mais ça ne sera pas une solution définitive puisque ça sera un médicament, on va dire, pour guérir de cette maladie. Voilà. Oui, il y a une autre question? Un instant, s'il vous plaît. Mais donc, si le problème, c'est la façon de penser qui est binaire, qu'en est-il de l'informatique quantique qui n'est plus binaire à ce moment-là? Est-ce que ça va permettre de résoudre entièrement le problème? Oui, enfin, ça serait une manière de la résoudre sans aller jusqu'à l'informatique quantique ou à l'informatique neuromorphique. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux manières de créer, de développer ces solutions. Une, c'est les algorithmes pas à pas ou étape par étape, step by step. C'est ceux-là qui sont extrêmement binaires. Les autres, les fondés sur les données, data-driven, le sont un peu moins. Mais en fait,
il y a une autre question qui se pose pour moi, c'est que à quoi bon imiter ou créer une intelligence à son image, nous concernant les interprètes, pour faire quoi? Parce qu'on ne pourra pas interpréter plus vite, puisque sinon les personnes qui nous écoutent ne pourraient pas suivre. Donc je ne comprends pas très bien le point de départ. Si, la réduction des coûts, enfin, on n'aurait plus d'honoraires à payer aux interprètes, mais à part cela, je ne vois pas en quoi l'interprétation par intelligence artificielle serait plus intéressante. Mais vous avez raison, s'il y a une réponse, une solution, c'est en effet avec l'informatique quantique ou l'informatique neuromorphique, en fait, puisqu'elle imite, là on a déjà quitté les cerveaux, l'imitation des neurones, et on en est déjà tenté de imiter les synapses de manière informatique. Donc voilà, on tend vers ça, et pourtant quand on voit ce qui est disponible, les résultats, on reste un peu... c'est un peu surprenant en fait, tous ces investissements, quand on voit les résultats, c'est surprenant que ça ne marche pas un peu mieux. Après, pour certains usages, pourquoi pas, hein. Il y a des personnes, faut pas non plus être... il faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que pour certains usages, certaines entreprises, sociétés, etc., ça peut être suffisant de traduire, d'interpréter avec Meta Seamless ou SmartERP ou autre, ou Translatron, c'est-à-dire le nouveau traducteur automatique de Google. Alors, donc pour les outils... If we may, Oui. tomorrow we'll have someone from Google, so Oui. maybe that conversation will come up again. Sans doute, oui. Donc je vais vous afficher ce qui existe. Excusez-moi, la présentation était vraiment bien faite, parfaite, etc. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est tout petit. Je comprends, mais bon. Je vous l'enverrai avec une bonne police, etc. Alors, comme j'ai toutes ces fenêtres ouvertes en même temps, je vais admettre des personnes qui se connectent encore maintenant. Excusez-moi. Et je suis à vous. Ok. C'est celle-ci. Oui. Pourquoi je n'ai pas... Excusez-moi. Oui. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Josh Goldsmith. Et bon, ce que fait Josh, c'est... il ne développe pas ce type de solution, mais il forme les interprètes à ce type de solution. Après, pardon, quand on s'y met et quand on a le temps, c'est à la portée de tout le monde, hein. C'est vraiment, c'est pas très compliqué. Surtout que il a été assez généreux, et sur la page web de sa société Tech Forward, il y a des tutoriels, etc., toutes les explications qu'il vous faut pour utiliser ces outils. Donc, pour ce qui est numérisation d'outils, de glossaires sur format papier, vous avez Swift Scan. C'est à la fois un site web et une appli. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra la présentation, il y aura tout ça dessus, mais vous pouvez noter aussi si vous voulez commencer à les utiliser tout de suite.
Je vous montre pas cela parce que c'est vraiment des applis toutes simples. J'imagine que vous avez déjà utilisé certains de ces outils. C'est ce qui vous permet de photographier avec votre téléphone un document et de créer un PDF presque parfait. En fait, ce sont des solutions de ce type. Donc il y a SwiftScan, sans vouloir faire la promotion d'aucun, hein. Je les cite tous comme ça à la volée. CamScanner. Et ensuite, vous avez aussi Rocketbook, PDF, ABI ou ABI, voilà pour la numérisation automatique ou pas de glossaire papier. Et ensuite, des choses déjà plus développées, plus intéressantes, pour la création de glossaires, le partage, etc. Il y a un site incroyable, une plateforme qui est une plateforme communautaire en plus, c'est-à-dire où vous allez partager le contenu et vous saisir de ceux des autres. C'est Interpreters Help, par exemple. Vous pouvez créer un compte gratuit et il y a tout un tas de ressources. Bon, vous pouvez, bien évidemment, il y a du contenu pédagogique, des cours gratuits ou non, des podcasts, des glossaires. Vous avez même des discours pour vous entraîner si jamais vous passez une accréditation ou quoi. C'est toujours utile. Il y a une base de données de discours comme celle de l'Union européenne ou des Nations unies, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, créer des glossaires à partir de... Et en plus, c'est relié à toutes les grandes bases de données terminologiques, y compris IAT, celle de l'Union européenne, etc. C'est-à-dire que vous avez... ça va chercher en fait dans tous les glossaires, toutes les bases de données pour créer un outil ultra puissant de terminologique en fait. Vous avez là, on voit pas très bien l'écran, mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ça. Donc Interpreters Help, Interpret Bank, c'est une autre solution aussi. Qui propose à peu près la même chose. Et ensuite, vous avez Interplex, que je ne peux pas utiliser parce que je suis sur Linux, mais si vous êtes sur Windows ou sur Mac, vous pouvez l'utiliser. Il faut télécharger un dossier exécutable et ensuite, voilà, ça installe le programme ou l'appli sur votre ordinateur ou votre smartphone. Voilà les solutions pré-mission d'interprétation. Je ne sais pas si vous avez des questions, et sinon on passe à la démonstration de Seamless, de Meta, dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais faire une petite introduction d'abord. Ça va comment le temps? Parce que je parle. Ah, ça va. On a encore une heure et quart, c'est ça? Pas de questions? Bien. Alors, vous ne pourrez, je ne peux pas vous mettre le son parce que ça crée des boucles, des loops entre le micro, la régie, etc. Mais il y a des sous-titres, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf que vous n'entendrez pas ma voix. Bon, ça c'est le nouveau bébé de Meta qui s'appelle Seamless et qui combine quatre IA différentes, on va dire, pour en faire de l'interprétation simultanée. Ils sont très fiers parce que, disent-ils, ils ont ajouté à tout ce qui est vocabulaire, syntaxe, etc., le ton et l'émotion que l'on peut mettre dans la voix. C'est-à-dire que si vous parlez tout bas comme ça, l'IA va parler tout bas comme ça aussi. Si vous êtes très affirmatif et intense, l'IA va vous imiter. Mais ça reste, comme je disais tout à l'heure, du
speech to text to speech ou du text to speech translation, d'accord? Habillé, masqué, avec de la reconnaissance aussi non plus vocale, mais voilà, le ton de la voix, le volume, etc. Vous pouvez, bon là c'est un des quatre bébés qui n'en font qu'un. Là, ça s'appelle Seamless Expressive, et c'est cette partie qui va chuchoter si vous chuchotez et crier si vous criez. D'accord? Donc, vous pouvez choisir la langue de départ. Vous en avez 4. Donc, moi, je vais imiter ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire je parle en français et je vais demander à l'IA d'interpréter mes propos vers l'anglais. C'est 10 secondes uniquement, mais bon, ça va vous permettre de voir comment ça marche. Et c'est en live, en direct. Ça commence bien. Alors, excusez-moi. Je vais y arriver. C'était pas ici. Voilà. Vous êtes prêts? Ou est-ce que quelqu'un veut venir et faire le test? C'est mieux. Ça fait 1 heure que je suis là. Vous n'en avez pas marre de me voir, non? Un francophone, oui. Merci, Federica. Merci. Non, tu dis ce que tu veux. C'est ici, en fait. Tu commences ici, try demo. Donc, on va faire français vers l'anglais. Next. Thomas, entre-temps, si tu veux, tu peux te présenter. Oui. Mais la caméra marche pas encore. Comment ça se fait? It looks like your camera or microphone. Ah oui, c'est Zoom, non? Mais non, pourtant. On va arrêter le partage. C'est peut-être ça. Tu peux te présenter en attendant? En attendant, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Donc moi, Thomas, je viens de Belgique. On a fait le long trajet pour profiter de Bali et vous voir. Avec Pauline qui est là-bas. Donc bonjour à tous. Anglais B avec le français A et un peu d'espagnol pour le plaisir. Ça marche toujours pas. Je l'ai testé, pardon. Je l'ai testé 5 fois avant de venir, mais c'est toujours comme ça. Je suis pas surpris. On me dit que c'est parce que j'utilise déjà mon micro et ma caméra, mais c'était le cas tout à l'heure. Oui, non, c'était pour faire un test, pour voir si ça marchait ou pas. On va commencer, on va y arriver, Thomas. Alors, disons, ce sont... je vais peut-être couper l'URL. Voilà, comme ça devrait aller. Et on me dit aussi que la connexion n'est pas stable. Je suis pas surpris. Je sais pas.
Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut lancer depuis la régie le site? Vous voyez le site ou pas? Oui. Non, mais vous pouvez saisir sur, pardon, je repasse en anglais pour la régie. OK. Seamless, expressive. But we tried. Why doesn't it work now? I don't know. Me It's dice, your Zoom. me dice que la conexión Just to está- fill in the gap while you're sorting this out, I'd just like to say something about the AIC AI task force. It's AIC's newest baby, and it was created last summer, picking out very special select people that we knew had an interest in, a passion for, and some experience with AI. And I personally am incredibly proud of this task force because they've already started their work. I don't know whether Thomas is going to explain some of the things they're working on, but they're looking also at the question of the ethics side of all of this, which is particularly interesting as well. So I just wanted to say a very big thank you to Thomas as well for having stepped up to the plate and agreed to act as coordinator of this new task force. It's very new horizons, and it's important that AIC is out there knowing what's going on. It's happening. We have to be aware in the same way we were aware when remote interpreting first started emerging. And thanks to the foresight of one of my predecessors, there was a task force set up on distance interpreting, which meant that AIC was really well placed when the COVID pandemic struck. And we had many bodies, institutions addressing us and asking for our input because we were already in there and we already knew. So that's the idea behind this new task force, of which I'm incredibly proud. Thank you, Thomas. While we fix the technical issues, there's coffee and snacks outside if anyone needs to fight jet lag or something. Not that it applies to me. Okay, thank you very much for your patience. We solved the issue. Thank you to our technicians as well. You know, they've been very helpful. We can now resume the session, especially for those online who didn't have the chance to enjoy our coffee and prawns and cakes and everything that was served during the coffee break. Thomas, I'll give you the floor and I share the example. Okay. Merci Federica. Donc, après cette pause café imposée et que tout le monde a apprécié, on va enfin faire la démonstration. Ce n'est que 10 secondes, mais vous pouvez demander une démonstration plus longue. Vous vous connectez à ce même site que vous allez voir à l'écran. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû transférer les droits à Zoom et tout ça à la régie pour que ça fonctionne. Et ce que j'ai fait pendant la pause, c'est enregistrer en direct, m'enregistrer en direct pendant 10 secondes en disant voilà, quelques phrases d'introduction. J'ai choisi français, langue de départ, anglais, langue d'arrivée. Et automatiquement, l'IA a interpréter ces quelques phrases du français vers l'anglais en simultané. Ce que vous allez voir, vous allez entendre ma voix en français, la voix de l'IA en anglais, qui n'est pas la mienne, et vous allez, j'ai fait exprès, je n'ai pas masqué, vous allez voir aussi les sous-titres. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et je vais enchaîner avec ça. Merci. Donc, tout à l'heure, je vous disais que dans toutes ces solutions interprétation par IA, après tout, en synthèse, ce sont des large language models
Et vous avez là le détail que j'ai énoncé tout à l'heure, j'en ai oublié un, je crois. Donc c'est soit speech to speech, c'est-à-dire de discours à discours, et on vous masque la partie qui est reconnaissance vocale, traduction automatique, synthèse, traduction automatique, restitution et lecture par une voix synthétisée. Ça peut être speech to text, c'est-à-dire que certaines entreprises utilisent la reconnaissance vocale pendant les réunions et finalement, il n'y a que les sous-titres qui apparaissent. Il n'y a pas de restitution orale ni de synthèse. Ça peut être text-to-speech, c'est-à-dire qu'on nourrit la machine avec du texte et c'est transformé en interprétation. Il y a text-to-text, bon, les sous-titres les plus classiques. Et automatic speech recognition, par exemple pour les malentendants, etc. Donc voilà ce que Meta propose. Et Seamless, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et vous allez voir une démo de ça, c'est tout ça ensemble et en plus Seamless Expressive, c'est-à-dire l'IA imite le ton de la voix de la personne, etc. C'est bon, on y va, la régie si vous voulez. Bonjour, bienvenue à cette conférence du secteur privé de l'AIC sur l'intelligence artificielle. Nous sommes ravis d'être avec vous ici aujourd'hui. Espérons. Hello, welcome to the private sector conference of the ICICI on artificial intelligence. We're delighted to be here with you today. Alors, vos retours, qu'est-ce que vous avez remarqué? Voilà, exactement. Merci. Well, the acronym. Exactement. C'est le plus dur, bien évidemment, comme pour nous. On sait à quel point les acronymes peuvent être difficiles si on ne les prépare pas, si on ne les a pas à l'avance. Voilà, on ne peut pas les inventer. L'IA non plus. C'est-à-dire que si elle n'a pas ces informations, nous, interprètes humains, on peut à la limite, par imitation, des phonèmes, être plus proche finalement de l'original que ne l'est la machine. Je crois qu'il a dit ICP même. Donc ça serait the International Court for something. Bueno. En tout cas, c'est pas laïque, c'est loin d'être laïque. Et c'est là, c'est pas le seul exemple. Les acronymes, vous pouvez vous amuser à faire des essais et vous verrez qu'il y a toujours au moins un aspect non moins important sur lequel l'IA n'arrive pas. Et ça, c'est le dernier aspect qu'on a vu à l'écran, c'est la reconnaissance vocale. On nous dit que bon, avec Siri, tout ça c'est formidable, c'est au point. Pas tout à fait encore. As a native English speaker, that bothered me. Bien sûr. The rendition. Oui, je suis d'accord, Jennifer. Et ça me permet de rebondir là-dessus. J'allais en parler tout à l'heure, mais c'est parfait, ça tombe à pic. Qui va supporter, parmi les assistants, une voix qui n'est pas naturelle, prononcer des discours pendant des heures? On peut peut-être quelques heures, une journée, deux, mais vous imaginez des personnes, des délégués qui assistent constamment à des réunions qui sont interprétées, qui vont devoir écouter. Voilà un autre aléa, c'est-à-dire le coût, on disait tout à l'heure, les séries de données, les ensembles de données qui sont pas précis, et aussi l'expérience usagée, disons, qui n'est pas extraordinaire. Although the voice was awfully close to yours. Ça, c'est vrai. C'est assez proche et c'est pas non plus bienvenue dans Gattaca ou
ou un film de science-fiction où voilà, on sent une voix robotique. Non. Il faut reconnaître que c'est assez... voilà, ça pourrait être une voix humaine, mais comme disait Jenny, et je suis d'accord avec elle, moi ça me dérange en fait. Et si je dois écouter ça pendant des heures, encore plus. So it is evident that we as interpreters can process, for example, when there are mispronunciations, there are false starts, hesitations. Did you ever check this solution with false starts or with a speaker that perhaps mispronounces words or perhaps is not very coherent in his or her speech? Oui, merci. Ça permet d'introduire un autre aspect perfectible dont je voulais parler, c'est que non seulement pour les personnes qui ne sont pas de bons orateurs, ou pour des personnes qui ont des syntaxes un peu alambiquées, etc. Là, la machine, c'est-à-dire que si là, il y a une erreur sur un acronyme, si vous ajoutez ça, on a carrément du mal à comprendre ce qui a été dit. Et imaginez des variantes dialectales, c'est-à-dire ou des manières de prononcer un peu différentes. Je pense à la première fois où j'ai interprété une personne argentine qui venait de Cordoba, où les accents toniques ne sont pas à la bonne place. Il n'y en a aucun. À tel point que pendant quelques secondes, je me suis dit, enfin, c'est de l'espagnol, il n'y a pas de doute, mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Et après quelques fractions de secondes, en effet, voilà, on comprend que c'est les accents toniques qui ne sont pas à la bonne place et là, on se lance. Mais je pense que il faudrait faire un test avec un orateur comme ça et je pense que tout de suite, on verrait les limites de l'IA là-dessus. Imaginez des langues extrêmement polysémiques comme le chinois, le mandarin, ou avec des variantes qui sont parlées dans tellement de pays, l'anglais, et par des personnes non natives, le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe. Je pense que voilà, on est loin de la perfection ou même du correct dans le rendu. Oui. Hi, Thomas. Hi. Thank you for this wonderful presentation. You had originally told us that it was going to try to emulate the tone and the emotion. And I see that it tries to get the prosody right, which is something incredibly difficult. The question then is, do we have an understanding of what the language bank is for the prosody? Thank you. Alors, de la même manière qu'on va créer des ensembles de données pour tout ce qui est terminologie, syntaxe, lien entre les propositions subordonnées, pas, etc. Tout ça, ce sont en fait des packs de mémoire. Et pareil pour le ton, etc. Ils ont nourri la machine avec des centaines, des milliers de manières de prononcer une seule et même phrase. Et ensuite, ils ont ajouté à ça cette phrase, mais quand la personne est en colère, cette phrase quand le bébé dort, cette phrase quand, d'ailleurs l'exemple qu'ils utilisent dans leur démo ou leur tuto pour vendre le produit, c'est Be quiet, we have just put the baby to sleep. D'accord? Ça, c'est l'exemple qui est utilisé la machine peut interpréter sotto voce, en whispering. Mais voilà, ça reste quand même en deçà de ce que l'interprète humain peut reconnaître et peut reproduire surtout. Une autre question? Yes. There is, it's a follow-up from the previous question, remember, about digital colonization. Ah, merci, oui. And Camille adds, I believe Esther is referring to the fact that the data has to be keyed in. For instance, the picture of a cat must be identified as such to be identified in a database as a cat. And this is done by poorly paid workers in the global south.
hence digital colonization. Merci, merci. So, do you worry about that? Oui, bien sûr. Merci des précisions. Je vois tout à fait ce que c'est à présent. C'est-à-dire que de la même manière qu'on nous a utilisés, nous usagers, et qu'on continue de nous utiliser avec le fameux code Catch-up, c'est-à-dire ça, c'est une manière gratuite pour les entreprises de nourrir l'IA aussi, c'est-à-dire reconnaissez ce qui est vélo parmi ces images. Ça fait des années qu'on le fait tous. Oui, d'accord, c'est un moyen de sécurité, mais ça permet aussi de nourrir la machine gratuitement pour des entreprises qui développent ces solutions. Et de la même manière qu'on a délocalisé des centres de services partagés ou des services téléphoniques, des hotlines dans le milieu, dans le secteur automobile, etc., on est en train de délocaliser tous ces services-là, les services qui évoquent la question de la personne dans le Grand Sud, on va dire. C'est-à-dire que c'est une manière d'encourager la main-d'œuvre bon marché, etc. Donc c'est pas extraordinaire du point de vue de la démocratie, ni de l'équilibre pour ce qui est des avancées technologiques et donc du progrès entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire qu'on est en train de répéter finalement les mêmes erreurs que par le passé. There are another two questions. You addressed this subject, but perhaps you would like to add something. It says, will it be possible to, do you think, to create sound phoneme-based databases to accommodate accents? Ça existe déjà. Ces bases de données existent déjà. C'est des bases de données que ces solutions-là utilisent, en fait, justement pour la prosodie, pour le ton et pour les accents aussi. Je suis interprète assermenté, mais uniquement à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile en France. Donc je travaille en amont quand les personnes font leur demande d'asile à l'OFPRA, qui est l'office qui enregistre les demandes. Et ensuite, si la demande est refusée, ces personnes peuvent faire appel. Et donc, c'est une cour, un tribunal spécifique qui reçoit ces demandes de recours ou d'appel. Et les interprètes qui sont fournis pour ces missions, ce sont des interprètes assermentés qui sont assermentés par une agence qui est un peu la seule agence reconnue par l'État pour ce genre de prestations. On est assermenté à la Cour après une formation, la première fois qu'on va travailler là-bas. Et on a fait une réunion de crise il n'y a pas longtemps parce que il y a un service national en France qui accueille les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les primo-arrivants, etc., et qui fait une sorte de tri, qui pose les premières questions avant même la demande d'asile. Et ils ont décidé d'automatiser l'interprétation de cet accueil. C'est un outil qui a été développé par cet organisme public. C'était une catastrophe. C'est-à-dire que parce qu'il y a énormément de personnes de langue arabe et autres, où les variantes dialectales sont très marquées, on ne se comprenait pas. C'est-à-dire que les agents d'accueil ne comprenaient pas les personnes à l'aide de cet outil, et les personnes, les requérants, les demandeurs d'asile, ne comprenaient pas ce que la personne était en train de leur expliquer. Et donc, c'est en quelque sorte les priver de leurs droits. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Rachel Cusin, je travaille à l'OTAN, à Bruxelles, et je représente aujourd'hui la commission des permanents de l'AIC, qui m'a gentiment mandatée pour venir écouter les débats, puisque l'intelligence artificielle est le grand sujet qui nous intéresse tous et qui a dominé tous les débats de notre réunion annuelle cette année en septembre.
Donc voilà en guise d'introduction. Je voulais juste revenir sur un séminaire auquel j'ai participé, un webinaire en fait auquel j'ai participé au mois d'octobre, où étaient représentés plusieurs acteurs de ce nouveau marché, notamment Interprify, le PDG était présent, et puis Interactio, entre autres. Et le PDG d'Interprify présentait sa solution comme une solution déjà quasiment aboutie. Il reconnaissait effectivement quelques lacunes, mais il expliquait qu'en fait, toute la partie reconnaissance, speech recognition, reconnaissance du discours, ne posait quasiment plus aucun problème d'après lui. Donc, plus de problème d'accent, plus de problème de variation régionale, plus de problème de phrases bancales. Enfin voilà, d'après lui, tout fonctionnait très très bien. Et il nous expliquait également qu'il avait de bons retours des clients qui ont déjà adopté cette solution-là. Donc évidemment, toutes ces informations sont difficiles voilà, à corroborer. Et on comprend bien qu'évidemment, il y a un argument commercial derrière tout ça. Mais je voulais savoir si toi, dans ton expérience ou dans l'expérience de la task force, vous avez déjà des retours de clients sur le marché privé qui auraient testé la solution et savoir quelles sont leurs réactions et quels sont voilà les premiers retours. Et puis juste une deuxième partie de question, il expliquait également, j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'en fait les LLMs qu'on utilise, les Large Language Models, en fait sont alimentés non pas tant par les textes qui auraient été interprétés, ou les discours pardon qui auraient été interprétés par des interprètes précédemment, mais par tout ce qu'on met tous dans DeepL, par exemple, tous les jours. Donc, en fait, c'est du texte, c'est de la traduction qui ensuite est exploitée pour nourrir les modèles et ensuite faire, comme tu le disais, du text-to-speech. Oui. Et est-ce que les traducteurs, c'est ma deuxième question, donc, est-ce que les traducteurs se sont déjà organisés pour essayer, un peu comme les acteurs et les scénaristes à Hollywood, pour essayer de préserver le fruit de leur travail qui est aujourd'hui en train d'être pillé largement par tous ces nouveaux acteurs. Voilà. Pardon pour la question un peu longue. Merci. Alors, comme dit Robin Sutton, qui pour moi est quand même un peu la référence quand on parle d'intelligence artificielle, etc., en tout cas dans l'analyse, bien évidemment que ces personnes vont vous dire ça parce que ces personnes veulent vendre la solution qu'elles ont développée. Ça ne veut pas dire que ces solutions n'ont pas des limites et ne sont pas parfaites. C'est-à-dire que de la même manière que les interprètes ne peuvent pas dire non, ça n'existe pas, ça nous intéresse pas, c'est rien du tout. Voilà, il faudrait de la part de ces développeurs un peu plus d'honnêteté intellectuelle et reconnaître que on est quand même loin de solutions parfaites. En tout cas, elles sont pas du tout à la hauteur de ce que font les interprètes humains aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. C'est un des projets de la task force, c'est-à-dire précisément ce que tu disais, commencer à recueillir des retours clients pour savoir réellement sur le marché si c'est en train de prendre ou pas. On ne l'a pas fait encore. Ce que l'on sait, c'est les informations que l'on a, c'est nos expériences personnelles que l'on recueille. J'avais été contacté pour une mission assez technique pour des architectes début janvier. C'était le 9 et le 10. Soudain, le donneur d'ordre me dit quelques jours avant, excusez-moi, Monsieur Pereira, finalement, la mission n'est pas confirmée. On va passer par un outil d'interprétation par IA. Et donc moi, je leur ai dit, eh bien, écoutez, bon courage. Je n'ai pas par défiance ou quoi que je vous dis ça, mais je crois que vous allez revenir. Je crois que vous allez me rappeler. Parce que se lancer dans ça avec un sujet aussi technique que l'architecture, alors que c'est des solutions perfectibles à parfaire, c'est une véritable folie, de mon point de vue. Mais bon. Mais en effet, c'est un travail que la task force compte faire, c'est-à-dire compiler les retours clients. Et la deuxième question, un petit rappel. Merci. Je crois que pour deux raisons,
il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas utiliser DeepL parce qu'avant, on recevait les documents, en tout cas pour les organisations internationales ou autres, 1 semaine avant, 2 semaines avant. Aujourd'hui, c'est souvent la veille ou alors même pendant qu'on est en train d'interpréter. Donc, comment voulez-vous faire? C'est des discours qui sont lus à la vitesse de la lumière. Si vous voulez faire quelque chose de décent, ce n'est même plus interprété, c'est jouer comme les acteurs un texte écrit à l'avance que l'on va traduire. Il y a 2 soucis avec ça. Il y a ce que tu évoques, bien évidemment, c'est-à-dire que on peut nous voler notre propriété intellectuelle. Et 2, ça pose de gros problèmes de sécurité et de confidentialité. Donc, il faut faire attention avec ça. Parce que là, les data breach sont légion. Il y a une autre question dans la salle. Sorry, can I ask Tony before you, and then I pass on the mic? There is a question from Evangelos. He says, how do we react to the danger that speakers would or will have to speak more simplified, sanitized, standardized, so that machines can understand and interpret better or good enough? Alors c'est en effet, c'est tout à fait, c'est une remarque tout à fait juste, et c'est déjà arrivé avec le International English, c'est-à-dire que on a déjà vécu ça, on va le revivre sans doute, mais je ne pense pas que, enfin, ça serait une folie qu'on en arrive à dire aux orateurs de parler plus simplement pour que la machine comprenne. Là, si on accepte ça, c'est qu'on n'a pas su se coordonner, se fédérer, etc. Donc j'espère que ça n'arrivera jamais. I'm going to take one more question maybe, and then we'll move on, because we'll have plenty of time to discuss all these matters during the weekend. Thomas had prepared a very long presentation, and I think we're running a little bit behind. It's okay, I can adapt. It's going to be quick. I think that what you said is very important, that we need to get feedback from the client. The problem is that the clients don't know enough to be able to give us good feedback. It's like when I go to a country where I speak a little bit and I can understand this and that, I get the gist of the conversation. And when you're faced with that, well, people tell them, yeah, I know what this was about. And the clients don't know better. So that is hiring us, all of a sudden say, well, the machine is pretty good. And what the salesman from this and that platform told us really works. So I think that the problem there is that we need to get in there and explain to the client exactly what it is that they have to look for so that we get some feedback that is not contaminated. Oui, je suis tout à fait d'accord et je suis extrêmement content qu'il y ait quelqu'un de chez Google demain ici parce que ce que vous dites ne concerne pas seulement les clients, mais aussi les personnes qui sont en train de développer ces solutions. C'est-à-dire que on se dit, mais elles ne comprennent pas comment, déjà, bon, bien évidemment, notre métier, elles sont loin de le comprendre. Non seulement notre métier, mais comment fonctionne le langage. Parce que sinon, on ne serait pas en train d'imiter une des 150 couches de la communication qui est le langage. S'ils ont fait ce choix dès le départ, c'est que il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, quelque chose de fondamental sur le langage et la communication, en fait. On continue. One more. Oui. Camille is asking, are there any other solutions under development that are not text-to-speech to text, using existing recordings of meetings with interpreting, for example? Alors, à ma connaissance, non. Après, je ne connais pas tout, et puis ça va tellement vite qu'on a du mal à se mettre à jour de tout ce qui se passe. Mais je ne pense pas, parce que si les plus grands groupes comme Meta, Google, etc., utilisent ce même principe, moi, je pense que ils passent tous par l'écrit, c'est-à-dire par la transcription sémiotique. Moi, j'ai cru vraiment que pendant la pandémie,
on allait enregistrer des millions de discours interprétés et qu'on allait concevoir les IA à partir de ça. Donc, j'étais extrêmement surpris quand j'ai vu que on repassait par le texte, comme s'il s'agissait de sous-titres. Voilà, je suis pantois. Merci. On continue. Donc, je vais vous montrer 2 autres exemples sans démo, hein, parce que c'est les trois grandes solutions IA pour la cabine. Donc, on a parlé de Seamless de Meta. Il y a aussi Translatotron. C'est comme Megatron dans les Transformers, en fait. Et c'est la solution de Google. Vous avez probablement reçu, si vous avez un compte Gmail ou quoi, une proposition de test gratuit, version gratuite pour API. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle Translatotron et Google Edge something. Voilà. Donc ça c'est le deuxième behemoth de la traduction, de l'interprétation par IA. Et le troisième, c'est SmartTrup. Voilà. Voilà les trois. Vous pouvez dans tous les trois demander des démos, etc. Et vous verrez que c'est à peu près la même chose. Meta, finalement, c'est assez impressionnant comme ChatGPT à première vue, parce qu'il y a le ton, etc. Mais ils marchent presque pareil tous. Ils marchent tous pareil, en fait. Je dirais que le plus performant, peut-être, ça sera Translatotron, celui de Google, parce que ça fait des décennies qu'ils investissent en système de langage, etc. Et c'est grâce à eux, c'est un peu eux qui ont inventé justement la traduction automatique fondée sur des réseaux neuronaux cérébraux artificiels. Voilà, pour la partie démo, on passe à la partie numéro 5. Il y a d'autres questions? Non. Oui. I do have something to say. Yes. We have agreed on several questions to ask tomorrow to Google, but that's an agreement between the organizers and Google, not between the participants and Google. So if you have questions regarding these applications, you are welcome to ask. We can't, but you can. Okay? Yes. Thank you. Oui, s'il vous plaît, posez des questions, plein de questions issues de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il y a plein d'exemples. Pourquoi? Et ça a à voir avec la partie que je vais aborder là tout de suite, parce que je pense que on pourrait très bien, et ils en seraient ravis, on pourrait très bien leur donner des pistes de ce qui rendrait la tâche plus facile à l'interprète. Par exemple, il y a un outil que je ne vous ai pas montré, mais c'est aussi un outil pour la cabine, l'interprétation, qui affiche les chiffres qui sont prononcés, qui ne marchent pas très bien malheureusement. Sur 10 chiffres, il y en a 2 qui sont pas corrects, donc on ne peut pas faire confiance parce que si c'est 1 million qui devient 1 milliard, bah ça va pas quoi. Et donc voilà les outils qui pourraient être développés et qui nous aideraient. En fait, c'est un peu comme pendant la pandémie. La technologie doit être au service de l'être humain et non l'inverse. Ça, c'est pour moi un grand principe. 2, proposez-nous des solutions terminées, stabilisées, etc., et non pas des versions bêta. Et 3, on veut des solutions qui nous permettent de faire notre métier de manière plus aisée, et surtout pas de travailler en mode dégradé. Voilà, c'est ce qui arrive malheureusement quand il y a des avancées technologiques.
la technologie est à double tranchant et malheureusement, on utilise souvent le mauvais tranchant. Et pour que ça soit du progrès réel, il faudrait faire ça avec les professionnels dans tous les secteurs, quoi. On passe à la présentation. Merci. Jusqu'à la partie 5. Encore. It's 5, section 5. Pardon, hein, les interprètes. Excusez-moi. Je change de langue. On déteste et je le fais moi-même. Voilà. Donc, on a vu les outils pour la préparation d'une mission, les outils Paria, bien sûr, les outils Paria pour la cabine. Et là, on passe aux outils Paria après une mission. Eh bien, ils n'existent pas. À ma connaissance, ils sont inexistants, à part les outils que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire pour compléter le glossaire avec les derniers mots notés sur une serviette ou quoi. Là, par exemple, c'est des questions que l'on pourrait poser à Google demain, c'est-à-dire il faudrait déjà les identifier. On pourrait faire d'ailleurs, dans un temps, moi j'imagine un webinaire où on identifie des outils qui pourraient nous être utiles avant, pendant et après une mission d'interprétation et remonter ça à ces développeurs pour voir si ça les intéresse ou si ça se trouve ça prendra et ça sera gagnant-gagnant. Voilà. Mais à ma connaissance, et j'ai vu ça avec Yosh aussi, il disait exactement la même chose, c'est-à-dire que pour l'après-mission, il n'y a pas d'outil Paria pour l'instant. Est-ce que vous en imaginez, vous? Comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez comme outil informatique, logiciel pour à l'issue d'une mission? Moi, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à part compléter un glossaire. Mais je crois qu'il y a des exemples, hein, sauf qu'on n'y pense pas, mais je crois qu'il y a moyen de capitaliser ce que l'on apprend sur chaque mission pour que la fois d'après, à part le vocabulaire, pour que la fois d'après, ça soit moins dur, où il y ait moins de préparation à faire. Voilà, c'est une piste de réflexion, en tout cas. On passe à la section suivante. Et voilà, c'est à vous de travailler maintenant. Je disais tout à l'heure que plutôt que de dresser la liste de ce qui différencie l'interprète humain de l'interprète non humain, on peut la faire ensemble. Je pense qu'on a suffisamment d'informations, on a suffisamment débattu pour savoir à peu près ce qu'il en est. Et de toute façon, c'est quelque chose que je reprendrai moi dans les conclusions. J'ai cette liste, je veux juste pas vous la donner. Mais voilà, j'aimerais que ça soit débattu entre nous, comme ça, des idées. Et puis on note au fur et à mesure. Et ensuite, on compare cette liste et celle que j'ai moi. Et vous allez voir que j'ai rien de plus que vous. Et si ça prend pas, je vous donne des pistes et on avance comme ça. Alors, dans ce que vous avez jusqu'à présent, oui. Le micro, s'il vous plaît. Okay, I think there can be a third element, human interpreting versus non-human interpreting versus human plus machine interpreting. Mm-hmm. And here we can write to Elon Musk, yes, who is experimenting with the things attached donc, to the brain. Pour vous, ça serait un triangle, c'est-à-dire interprétation humaine, non humaine et les deux ensemble. Oui, tout à fait, c'est possible. Bien sûr. Et d'ailleurs, si par exemple un jour
on a une intelligence artificielle qui nous souffle les chiffres. On sait à quel point c'est difficile de passer des mots aux chiffres quand on est en cabine. C'est pour ça que il y a le petit cahier au milieu et un bon collègue note les chiffres. Ça serait extrêmement utile, par exemple. Et c'est en effet une triangulaire. Et on pourrait, oui, écrire à ces personnes qui rêvent d'un monde où le téléphone portable est implanté dans la horte ou quelque part. Alors, les différences. Oui. I would say a marked difference is the rhythm. Uh-huh. That when you speak as a person, you have silence. The silence of the booth is precious. Mhm. It allows the meaning to come out, and makes it starker, I think. The fact that there was this continuous flow. Não, peraí, quem? Estou numa reunião. Et je crois, non. I think Sandy, Une it's the- personne connectée d'ici, c'est son micro ouvert. Impatiente, je pense. So for me, it was the flow. It's the flow that makes the difference. Oui. That's one of the most Oui. important ones. Et c'est ce qui rend d'ailleurs un rendu naturel ou pas. Ce qui dérangeait Jenny tout à l'heure et d'autres, c'est en partie ça, je pense. Est-ce que je peux juste compléter parce qu'en fait Oui. c'est juste la suite du commentaire de notre collègue. Je pense qu'une des grandes différences entre l'IA et l'interprète humain, c'est que l'IA va tout rendre, va tout donner. Exactement. Donc même s'il y a 3 fois la répétition, elle va répéter 3 fois. Et même si ça va très très vite, elle va tout dire. Il y aura jamais de synthèse, de résumé. En tout cas, pour l'instant, c'est pas une capacité qui a été développée. Donc ça, je pense que pour l'auditeur, ça peut être un inconvénient majeur. Oui. Ça peut être très très fatigant à écouter. Une IA qui peut avoir un débit supersonique sans aucune interruption. Donc je pense que ça complète bien Oui. ce que disait la collègue. Absolument. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que interpréter, c'est ça précisément, c'est interpréter. Parfois, on ne dit pas la chose quand elle est prononcée. On l'a dit un peu plus tard, parce que ça nous arrange, parce qu'on n'a pas bien entendu, parce que l'IA, elle est loin de faire ça. C'est-à-dire qu'en effet, elle va, comme une autoroute, un peu, elle va reproduire et interpréter. C'est pas ça, parce que interpréter, c'est synthétiser, analyser, synthétiser et produire. Well, actually, I don't think that's true. Actually, you can ask any AI system to synthesize the text, and Oui. even you can tell them to they use a certain number of words. Uh-huh. You can even sum up a book, you can sum up a page, and you can tell them, give me half of a page as a summary. Oui. Yeah, but in writing, but AI is actually based also on text-to-speech. I'm sorry. Yes, I was just saying this works only in writing because the system can scan the entire document and then synthesizes. But during a speech, you don't know what's coming. So you won't be able to anticipate on what is about to be said. But it's the same system, it's an AI system. So if it works on text, it's going to work also on speech. Alors, les systèmes d'interprétation par IA, ça vous concerne. Les systèmes d'interprétation par IA, en effet, synthétisent ou se targuent en tout cas de le faire. Mais je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir tout le texte à l'avance et de savoir que le texte comporte 3000 mots et d'être en train d'interpréter quelque chose, un discours qui va durer 15 minutes, je sais pas, 20. On ne sait pas quelle est la quantité de nombre de mots là-dedans. Il faudrait inventer un système qui calculerait par minute le nombre de mots. Voilà, ça serait ça plutôt. Ça n'a pas été développé encore, je crois. Enfin, c'est pas ce qu'on est en train de faire. La machine synthétise des segments de phrases qui ont déjà été prononcés. Mais elle prend pas le discours dans son ensemble. Ok, il faut qu'on avance parce que apparemment, voilà. We'll have time for exchanges during the
weekend, we promise. This is the purpose of this workshop was to learn about the tools and set the ground for the debate that will come tomorrow and the day after tomorrow. So there's plenty of time, that's what I'm saying. Très bien. Bon, bah, je suis désolé. Je sais que c'est frustrant, mais en effet, on aura le temps. Ça, c'était juste un amuse-bouche, et c'était aussi pour, voilà. Faut prendre ça comme un échauffement qui va nous mettre sur la bonne voie pour ce qui reste de cet événement. Je vais me permettre de conclure et aussi de vous parler un peu du groupe de travail sur l'intelligence artificielle de l'AITF, bien que Jenny en ait déjà parlé, mais étant donné qu'elle a fait la présentation, moi je vais vous dire quels sont les travaux en cours et les travaux à venir de cet organe. Donc en guise de conclusion, je disais déjà tout à l'heure que pour moi et pour beaucoup d'entre nous, la technologie, pour qu'elle soit réellement progrès, il faut, un, qu'elle soit au service de l'être humain et pas l'inverse, et deux, qu'elle profite à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre le nord et le sud, comme évoquait la personne qui faisait cette remarque aussi juste que j'ai pas compris au début. Il faut une définition complète, arrêtée, partagée, consacrée dans l'intelligence artificielle, tout simplement parce que sinon, on va partir dans tous les sens et voilà. Et on n'aura même pas défini ce qu'est l'intelligence artificielle, ce à quoi elle sert, pourquoi on veut l'utiliser, etc. Et ça sera beaucoup moins difficile de réguler l'intelligence artificielle parce que si elle fonctionne vraiment, à terme, il faudra être pionnier et faire ce que l'Europe a fait. C'est le seul continent à avoir réussi ça, et c'est lié aux technologies, c'est le règlement général sur la protection des données, c'est-à-dire qu'il faudra un cadre juridique pour l'intelligence artificielle et ses applications dans les pratiques professionnelles. Très important. On est un peu en retard en Europe par rapport à ça. Les États-Unis ont une initiative de cette sorte que l'AIC suit de près. Et bon, même si dans un premier temps, ça sera sous forme d'observateur, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est Safe AI Interpreting, ça s'appelle. Et ce sont surtout des interprètes dans le, comment on dit en français, dans le milieu public. Des fournisseurs. Mais l'intérêt, c'est qu'ils ont impliqué le Congrès américain, des fournisseurs de solutions par IA, etc., et des interprètes surtout, et beaucoup d'interprètes assermentés, enfin dans les tribunaux, etc., ce qui est une pratique très répandue aux États-Unis entre le fédéral, le national, etc. Bon, il faudrait, ça va être plus difficile, mais ça serait bien de sortir de ce binarisme de certaines programmations de l'IA pour, si on veut ajouter toutes ces nuances, etc., que l'intelligence humaine possède déjà. L'importance des données, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que les outils et les solutions IA fonctionnent réellement, cela requiert un niveau de précision et de fiabilité qui passe par les ensembles de données et qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, les outils par IA conçus pour soutenir l'interprète humain dans la préparation d'une mission d'interprétation constituent un véritable atout et une source précieuse de progrès et d'évolution pour le coup du métier d'interprète. Je crois que c'est là qu'il faut insister, sur les outils qui précèdent la mission, qui sont postérieurs, même si on les a pas encore identifiés, et après, pendant, dans la cabine, bien sûr, un exemple étant le passage de mots à des chiffres. Faut pas se fermer à tout, hein. La technologie, elle est là pour ça, elle est là pour nous aider. Il faut juste l'aiguiller parfois, ou aiguiller les développeurs pour qu'ils développent ce qui serait vraiment intéressant pour nous, qui diminuerait la charge cognitive, qui est déjà très importante, etc. C'est ça, je pense, pour moi, l'idée
d'utilisation de l'IA dans l'interprétation, et non pas la dégradation. Oui, en conclusion, bon, on a bien compris que l'interprétation humaine n'est pas réplicable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un univers, c'est une supernova, la communication, le langage, la subjectivité, l'humour, l'empathie, voilà. C'est immense, on pourrait passer des heures à parler de ça. C'est ce qu'il y a en linguistique dans les années 60. La linguistique s'est divisée en deux. Et il y a eu la discipline qui a étudié le sens ou seulement ce qui est dit, ce qui est écrit, et la discipline qui s'est intéressée à tout le reste, c'est-à-dire le contexte, tous ces mots qui n'ont pas finalement de sens, etc., mais qui peuvent changer absolument l'angle d'un discours, d'une parole, c'est-à-dire les yet, les and, les though, on croit que ce sont des broutilles, mais c'est des choses extrêmement importantes, et les nouvelles études en linguistique pointent vers le fait que ces mots non seulement sont importants, mais ils sont essentiels pour convaincre, pour présenter les choses d'une certaine manière, etc., etc. Et finalement, si l'IA venait à se généraliser dans les pratiques professionnelles, il faudrait un cadre juridique pour réguler, pour nous mettre à l'abri, pour préserver la santé et la sécurité au travail, et aussi les questions d'éthique, de données personnelles et tout le reste. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez changé d'avis, ou que ce qu'on s'est dit vous a conforté dans le vôtre. Et en tout cas, il n'y a pas de peur à avoir. On ne peut pas être indifférent non plus, ni résigné. Donc voilà, c'est à nous de jouer. Merci. Thank you very much, Thomas. Okay, so we'll now have a break for 5 minutes, and there's the outreach session. Just for you to know, this is a session specifically for non-AIC members who we have invited today, and newcomers or new members, but of course, you're all invited to stay if you like. So otherwise, we'll see you as of 6 at the 6:30, sorry, at the Mercure Hotel at the Breeze Bar. The Asia Pacific Regional Bureau will wait for you there. There will be a welcome cocktail dinner. It's actually a proper dinner, so you will be fed, don't worry. And there will be music as well. Thank you very much. Merci. Thank you again, Thomas. Je vais prendre 2 autres minutes, pardon, parce que j'oubliais presque de vous parler du nouvellement créé groupe de travail sur l'intelligence artificielle, the Artificial Intelligence Task Force, que Jennifer a présenté tout à l'heure. Donc moi aussi, je suis très fier que l'AIC ait su très vite créer cette task force. Ça sert à ça, des task force, de la même manière qu'on a eu, on en a eu une pour l'interprétation à distance. C'est essentiel d'en avoir une pour l'intelligence artificielle, et on va un peu fonctionner comme le TFDI, c'est-à-dire que on a produit, des recommandations. C'est un document assez simple, en 2 pages. Une page pour les interprètes conseils et les collègues, pour qu'ils aient des arguments pour les donneurs d'ordre, pour dire en quoi on se détache par rapport à l'intelligence artificielle. Ça c'est la première partie du document. Et la deuxième partie du document, c'est la vision un peu et l'approche de la task force sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, bon, il y aura d'autres travaux comme la collecte de retours clients pour les solutions en IA, etc. Et ce document a une double destinataire, on va dire.
vous sera présenté ici même par moi dimanche, après ou pendant le brainstorming, après la mise à jour de Exco par Jennifer. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much. And thank you, Camille and Maura, once again. Thank you very much. Oui, merci infiniment à nos interprètes. Okay, we will resume at 5:15.